Connaissez-vous Takashi Miike? Nous sommes le 14 décembre, à Honmachi, quartier résidentiel de Tokyo. Si cette journée semble tout à fait ordinaire, la réalité est en fait tout autre, car je me rends à l'école de son Toho Gakuen pour rencontrer et interviewer le réalisateur le plus important de ma cinéphilie, un cinéaste qui a et continue de marquer plusieurs générations de spectateurs à travers le monde, le prolifique Takashi Miike, qui nous aura donné des classiques furieux comme Ichi the Killer, Audition, Dead or Alive, The Happiness of the Katakuri ou encore Crow Zero. Mais il ne faudrait pas le résumer à ces quelques œuvres, qui restent parmi ses plus connues. Car prolifique n'est pas un mot employé à la légère, vu que le bonhomme a réalisé plus de 120 films ou épisodes de séries pour le cinéma, le marché vidéo ou la télévision en à peine 32 ans de carrière. C'est gigantesque, même pour un pays comme le Japon, qui connaît de nombreux cinéastes à la filmographie bien chargée, comme Kinji Fukasaku, Daisuke Yamanouchi, Koji Chiraichi ou encore Isayasu Sato, qui comptent tous plusieurs dizaines de longs métrages à leur actif. Et c'est loin d'être une liste exhaustive. Mais pour revenir à Miike, comment débute-t-on une telle carrière ? Bien avant de devenir réalisateur et même de s'intéresser au cinéma, Takashi naît et grandit à Yao, une petite ville de campagne dans la banlieue de Osaka, même si la famille Miike est à la base originaire de l'île de Kyushu. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ses grands-parents vivaient en Corée, où son père est né. Avoir choisi Yao pour leur retour au Japon n'est d'ailleurs pas anodin. Une partie importante de la population de la bourgade est composée d'immigrés, la plupart coréens. Élevé par un père soudeur et une mère couturière, dans une région majoritairement ouvrière, Miike grandit sans grand intérêt pour la culture et encore moins pour le cinéma. Sauf pour Bruce Lee. まず小学校の時にブルース・リーに出会ってすごく直球というかストライクで我々にズドンときた。それまで僕らは漫画とか日本のアクションとかっていうテレビドラマに触れてたんだけど衝撃的だったっていう。で、ブルース・リーの一番の衝撃っていうのはその時スターになった時にあれ確か1973年ぐらいにの暮れかな、だから中1かな。だからその時すでに大スターになった時に、もうこの世にいなかったんですよ。憧れてる人間がもう去年死んでる人だっていう。その僕ら世代には今映っているこのヒーローはこの世にもういないんだっていうその映画独特のその像っていうかそこに映っている幻みたいなそういう印象を受けていて、そこからちょっと映画が好きになって。
Et si, dans de nombreuses interviews, il explique avoir été au cinéma pour la première fois très tard avec son père pour regarder Duel de Steven Spielberg, eh bien, face à ma caméra, il racontera une histoire un petit peu différente. でその中で次に子供にとって事件だったのはやっぱトビー・フーパーの映画を「悪魔の生贄っていう、テキサスチェーンソーマサカリのなんか「街の日」ってチャップリンの名作があって非常に穏やかな優しい映画、それリバイバルブームでその頃リバイバルで上映してたんだけど、それ見に行こうと思ったんだけど満席だったんですよ。で街まで来たんで、なんかそのまま帰るよりなんか映画見て帰ろうかなと思ってたまたま入ったのが「悪魔の生贄でホラーとかそういうなんかでもちょっとエッチそうなお姉さんのポスターでなんかいいかなと思って、多分その時 R15 ぐらいだったと思うから僕らは本当入れないあれだけど、まあなんとかチケット買って忍び込んでみてすごい衝撃を受けたんですよね。ありえないっていう。だからなんか中学生っていう多感な頃にもう死んでしまった人をスターと崇めたり街の日を見に行っていっぱいだからっていうことで全然違う世界がそこにあったりっていうことで、映画って結構危険な怖いなってすごいなっていうものがあって、ただ映画監督になろうとはなれるとも思ってなかったし、どっちかっていうとブルース・リーになりたかったんですね。その Toby Hooper. Voilà qui est intéressant. Alors qu'il arrive au lycée, très loin du cinéma, ce qui le captive et le passionne, ce sont les pachinko, sorte de casinos japonais, et les courses de moto. Avec son groupe d'amis, ils sont complètement obsédés par ce sport, le pratiquent envers et contre tout, ce qui amène forcément des accidents, parfois mortels. Très tôt, Miike expérimente donc la perte de plusieurs êtres chers. Tu parles tranquillement à l'un de tes amis juste avant une course, et quelques minutes plus tard, il meurt. 2 ou 3 amis mourraient de cette façon chaque année. J'ai perdu beaucoup de copains, mais cela m'a permis de connaître des émotions très particulières, d'être confronté à la mort si souvent et de si près. À chaque décès, je ressentais de la peur et comprenais les risques que je prenais avec ces courses. Mais nous étions jeunes, et après quelques jours, le désir de repartir en selle se faisait trop fort, et nous recommencions, 2 fois plus excités qu'auparavant. Le rêve de Miike est donc, à l'époque, de devenir pilote moto professionnel. Mais il se rendra vite compte qu'il n'en a juste pas les capacités. Alors que l'un de ses amis, l'un des meilleurs de leur groupe, devient pro, ses piètres performances en compétition prouvent à Takashi, bien moins doué que lui, que les portes des courses de moto professionnelles lui resteront à jamais fermées. Une fois le lycée terminé, il se retrouve sans plan d'avenir, après avoir envisagé des études de mécano, trop difficiles finalement, selon lui. Il n'a aucune ambition autre que celle, propre à tout jeune adulte, d'échapper à ses parents et de mener sa propre vie. Certains de ses amis, dans le même cas que lui, choisissent de devenir yakuza, un destin relativement fréquent dans les zones ouvrières comme Yao, à tel point que, du propre aveu de Miike, chaque famille du coin a généralement au moins un membre qui fait partie d'un clan yakuza. Mais lui ne se voit pas emprunter cette voie. La raison ? Cela lui demanderait trop d'efforts. Takashi Miike ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, mais sait qu'il ne veut pas que ce soit trop compliqué. Et le destin lui enverra enfin le signe qu'il attendait à travers une publicité qu'il entend par hasard à la radio. Le spot fait la promotion de l'Académie japonaise de l'image en mouvement, l'école de cinéma fondée en 1975 par le célèbre cinéaste Shohei Imamura à Yokohama dans le but de donner une chance aux jeunes cinéastes en devenir, et annonce d'ailleurs ne faire aucun examen d'entrée et accepter tous les étudiants motivés, même ceux habituellement refusés par les universités. Miike y voit simplement l'opportunité d'échapper au foyer familial et de ne pas se retrouver à rien faire. Il vient d'envisager les études de cinéma tout simplement parce qu'il n'avait aucune autre idée ni opportunité. Comme quoi, le destin fait parfois bien les choses. っていうふうにして、ただ、勉強もあんまり好きじゃなかったので映画の専門学校に無試験だったんですよ。入って今大学になっちゃってるんだけど、でだからそこにも行かずにあんまり。でもなんか現場の先輩が助手が欲しくて
誰かいないかっていうことでたまたま学校で紹介してもらってテレビドラマの助監督に就いたっていう。その時で学校行ってなかったんで暇だったんですよね。真面目に行ってる生徒は勉強しなきゃいけないから紹介できないっていうことで来てなかった自分を紹介してくれて、だからずっと逃げてたんですけど、たまたま居心地が良かったんですよ。その労働条件はひどくて大変な現場だったけど楽しかったんです。なんか大人の仕事じゃないみたいなね。なんか演技をつけていいとか悪いとかわーっとそれぞれのパートがプロフェッショナルで、自由だなっていうか楽しいなって思ったんでしょうね。Pour Miike, cet étudiant inscrit à l'école buissonnière, les tournages sont une libération. Le déclic se prolongera à l'aide du fondateur de son académie lui-même, Shohei Imamura, qui recrutera 3 jeunes assistants dans sa propre académie pour la production de son film Zeigen en 1987, dont Miike en tant que 3e assistant. Et donc, en tant qu'homme à tout faire, en quelque sorte. Et il continuera sa carrière d'assistant réel sur de nombreux projets en travaillant pour des cinéastes tels que Hideo Onchi, Kazuo Kuroki, Shuji Goto ou, encore une fois, avec Imamura pour son film récompensé à Cannes, Pluie Noire, dans lequel il aura même un tout petit rôle, le premier de sa carrière. Il engrangera de l'expérience et gravira les échelons peu à peu et entrera avec une certaine réputation dans un nouvel âge du cinéma japonais durant les années 80-90. Alors que la bulle économique japonaise est à un pic jamais atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma en profite et des dizaines de nouvelles petites boîtes de production émergent et se lancent dans la brèche amorcée par le studio historique de la Toei, le tout nouveau business des original vidéo ou OV, à savoir le marché du direct-to-video japonais, plus connu donc sous le nom de vie cinéma. その10年後にまあ監督になったっていう監督に選ばれたっていう、それも映画界とかテレビ界ではなくてオリジナルビデオっていう独特な新しい文化カルチャーが出てきて V シネマのそれをの人たちから選ばれた。De nombreux réalisateurs japonais aujourd'hui bien installés firent leurs armes dans le V-cinéma, comme Kiyoshi Kurosawa, Hideo Nakata, Shinji Aoyama ou encore Takashi Miike. Les cinéastes déjà établis à l'époque qui bossaient dans le cinéma ne voyaient pas cette nouvelle vague de films vidéo d'un très bon œil, qui était de fait souvent accessible pour les nouvelles firmes qui se lançaient dans cette aventure. C'est pourquoi celle-ci se tournait vers de jeunes réalisateurs en devenir, à l'image du petit studio Vision Produce qui démarche Miike pour réaliser un film intitulé Eye Catch Junction. Une comédie à propos d'une policière en juste au corps qui affronte les criminels à l'aide de mouvements de gymnastique. Intéressé à l'idée de réaliser son premier film, Miike accepte le projet. Et alors qu'il était en pleine pré-production, il fut recontacté par Vision Produce qui lui demanda de remplacer en urgence Toshihiko Yaaji à la réalisation de Lady Hunter, qu'il devait boucler durant les 2 mois qui le séparaient du début du tournage de Eye Catch Junction. Et c'est ainsi que Lady Hunter fut le tout premier long métrage réalisé par Takashi Miike. 映画監督 V シネマの監督だけどあいつは映画の監督ではないっていう見られ方っていうのは当時されてたし、今でもそれに近いのかな。なんか要はなんかV シネマ的作品が多いのでその、ローバジェットを得意としてっていう。でもそこはなんていうのかな。やっぱりトビー・フーパーとかああいう人たちの作品見ても共通してんですよね。16ミリで撮って35ミリでブローアップしてだから画質がザラザラなんだけどホラーとか僕らはヤクザを描いてたんだけどアウトローを描くのに16ミリっていうのは非常に、ある意味ドキュメンタリー的になったりとか画質の悪さっていうものがその人たちの住んでいる世界を表現するのに良かったのでそういう点でも共通してるなというか最初の「悪魔の生贄もすごいローバジェットでしたからね。
だからその、やっぱり中学校の時に何かビジュアル的に受けた影響っていうのはずっと引きずっていて、それがたまたま映画祭によって V シネマがこれは映画であるって認定してくれたわけですよね。その海外から見ると日本の事情、映画界の人が作ったもの、 V シネマの人が作ったものって関係ないですから、出来上がった作品だけなんで、それが、いろいろブリュッセルとかトロントとかそのファンタ系の映画祭で、話題になるようになって、オーディションとか「一座キラー」とかっていうで、それらが世界中に回って V シネマで、カンヌの監督週間まで行ったわけですよね。それでやっと日本でも一応映画監督かなっていうふうにしぶしぶ認められたっていうか、認めざるを得ないっていう、そういう関係ですよね。だからあんまり密接じゃないです。日本の映画監督たちとかっていうのも是枝さんとか塚本さんとかとは仲はいいですけど、そもそも日本映画監督協会っていうのがあるんですが、そこに会員にならないかって呼ばれたこともないっていう、そんな感じですよね。なんかいろんな大人になることから逃げていたらいつの間にか映画監督になっていた。Aujourd'hui, Miike, c'est donc plus de 100 films à son actif, dont très peu connaissent une véritable sortie en dehors de l'Asie. Forcément, passer tous ces films en revue est impossible, fastidieux et pas bien pertinent. Et ce qui est encore plus fou, c'est de se rendre compte que Takashi Miike n'a quasiment écrit aucun scénario pour ses films, ou l'a en tout cas fait pour moins d'une dizaine de longs métrages. Ses projets sont même plutôt en général des films de commande, pour lesquels le script, mais également le casting, sont déjà prêts et déterminés à l'avance. Il n'a plus qu'à commencer le tournage ou pas loin. Ce sont en général des caractéristiques que l'on attribue à Day Yes Men, et pourtant, Takashi Miike est bel et bien un auteur, avec des thématiques personnelles largement développées à travers ses films et de nombreuses connexions qu'on peut établir entre chacun d'entre eux. Déjà, en acceptant des projets à budget souvent relativement faible, Miike s'assure d'une production plutôt flexible, qui lui donne du poids. Sur la plupart de ses projets, il a pu modifier et se réapproprier le script afin d'apposer sa patte et surtout prendre une direction qui l'intéressait réellement. Ensuite, même en termes de mise en scène, il a certaines obsessions ou certaines idées visuelles folles qu'il est capable d'exploiter peu importe le scénario, ce qui lui a permis de se forger un style au fil des années. Si vous prenez 5 de ces films au hasard, il y a de fortes chances que vous y reconnaissiez sa personnalité, et ce, bien qu'ils aient tous les 5 été écrits et produits par des personnes différentes. C'est une prouesse, mais c'est l'une des forces du cinéaste, qui nous rappelle que la définition d'un auteur au cinéma ne se résume pas à un réalisateur qui écrirait lui-même ses films. 映画的秩序っていうか、映画っていうのはこういうふうにあらねばならないっていうものを崩そうとして、で、それが目的が一つあったんですよ。 Nous pourrions résumer une large part de sa filmographie à travers la notion de genre cinématographique. Il est vrai que dans son œuvre reviennent souvent les films de gangsters, avec ces fameux yakuza qui fourmillent dans son univers, ou alors les films d'horreur, pourtant pas majoritaires, mais qui ont largement contribué à rendre le cinéaste célèbre à travers le monde, et à lui coller une étiquette de réalisateur horrifique, à tel point qu'il sera invité par Mick Garris pour participer à l'anthologie Master of Horror, réalisant au passage le seul moyen-métrage de toute la série qui se verra censuré aux États-Unis, et qui provoquera des malaises lors de sa projection en salle, ce qui appuya certainement encore un peu plus cette réputation. Mais le genre chez Miike est un concept trompeur, car il ne s'y est jamais intéressé d'une quelconque façon. Et pour lui, comme pour Tarkovsky, le genre est avant tout une notion commerciale, utilisée pour maqueter et vendre des films. S'il fait des films avec des yakuza, ce n'est pas dans le but de réaliser un film de gangster, mais bien parce que les personnages de yakuza l'intéressent en eux-mêmes, et il sera alors capable de raconter toutes sortes d'histoires, et surtout de passer d'un genre à un autre au sein d'un même film. Ainsi, dans un long métrage de Miike, il n'est vraiment pas rare de passer de l'action furieuse au polar sombre, en passant par de l'horreur gore et de la comédie grotesque ou de l'humour noir. Non, définitivement, utiliser la notion de genre comme outil pour décrypter la filmographie de Miike est une voie sans issue. Pour comprendre mieux qui il est sans pour autant s'attarder sur chacun de ses titres, le mieux est sans doute encore de s'attarder sur ses thématiques récurrentes, ses obsessions en matière d'intrigue ou de personnages, car une extrême majorité de ses films peuvent être regroupés de cette façon.
Donc, laissez-moi vous montrer les schémas typiques, divisés en plusieurs étapes, que l'on peut retrouver dans le cinéma de Takashi Miike, tout en vous proposant de multiples exemples à chaque fois. C'est ici que votre plongée dans l'œuvre vertigineuse et monumentale de Miike commence enfin pour de bon. Commençons avec le point de départ de bon nombre de films de Miike et l'archétype de personnage que l'on retrouve le plus dans sa filmographie. Celui que Tom Mes surnomme le Rootless, le sans racines, le sans repère. Et ces racines manquantes peuvent être multiples. De nombreux personnages de l'univers de Miike sont en décalage avec une culture ou une ethnie, ou ne ressentent pas de connexion avec celle-ci. Leur représentant le plus important est probablement le métis, qui vit au Japon mais a un parent d'origine étrangère et qui ne se sent donc pas entièrement japonais, voire n'est pas perçu par la société nippone comme tel. C'est le cas par exemple de Shuji, l'un des deux protagonistes principaux de Blues Harp, né d'une mère japonaise originaire de Okinawa et d'un père GI américain en faction dans la région. Il travaille dans un bar dans lequel viennent boire de nombreux clients étrangers, dont des Américains, joue de l'harmonica, a un mode de vie marginal comme les autres personnages du film, mais son métissage est bien la représentation de son décalage avec la culture japonaise habituelle. D'autant qu'il est en plus orphelin, un point sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes. Ce décalage avec le pays du soleil levant est carrément le thème principal de The City of Lost Souls, dont le personnage principal, Mario, brésilien-japonais, doit secourir sa petite amie chinoise en instance d'être déportée. C'est un délinquant, un marginal, et son métissage est la source de nombreux troubles, lui qui ne se sent pas chez lui ici alors qu'il y est né. Nous avons aussi cette idée des Zanryo Koji qui représentent ces Japonais, nés au Japon, mais de parents qui, eux, sont nés à l'étranger ou ont vécu à l'étranger, même s'ils sont eux-mêmes de nationalité japonaise. Ce thème est surtout utilisé pour qualifier des Japonais élevés par des familles chinoises ou coréennes pendant ou après la Deuxième Guerre mondiale et peut être traduit par orphelins de guerre, mais il est utilisé de façon beaucoup plus large. Dans tous les cas, il représente bien cette idée d'être en décalage avec le Japon, d'avoir du mal à y trouver sa place, une situation dans laquelle se trouvent les personnages de Dead or Alive, tous des Zanryo Koji, et qui est à l'origine de leur quête d'identité. Et l'on peut faire un parallèle avec Miike lui-même, lui dont le père est né en Corée du Sud, dont les grands-parents ont vécu en dehors du Japon une grande partie de leur vie, et qui a grandi dans une ville où vivaient de nombreux immigrés. Et évidemment, de façon encore plus prononcée, l'intérêt évident qu'accorde Miike à ce type de personnage fait écho à sa propre histoire, à sa sensation, à lui, de ne pas être à sa place, de se sentir à part, d'être un marginal. 多くの脚本を読むとまず最初に感じるのが、当然主人公的役割をする人間がいて、その主人公をより輝かせるためにそれ以外の役が配置されてるわけですよね。要はなんかその主人公のために他の役が存在しているっていう、なんかその構図がやっぱり自分にはなんか居心地悪い、気持ち悪いんですよ。だから、現場においてトータル物語はそういう物語になるけど、そのシーンとかそのカットにおいてどっちが主役でどっちが脇役っていうのはないんです。脇役の方に、傍流の方に頑張ってくれっていうふうに思うわけです。それは多分自分がその助監督とかその前の少年時代とか含めて社会の主流にあってっていうか、何か期待されてっていうよりもやっぱり時代の中で端っこの方であまり誰にも期待されず生きてきたっていう感覚もあるし、この業界入ってもテレビや V シネマっていう要は傍流ですよね。メインの流れではないっていうところでずっと見られてきたっていう意識もあるし、でもそこから見えていた映画の作り方とか映画の業界っていうのはなんか非常に夢がないというかいい景色ではなかったんですよね。それがやっぱりその人たちで作られるから、脚本っていうものはそういうものに見えるんですよ。だから脇役を応援する、そのシーンにおいて。で脇役をやっている売れない俳優たちを応援する。ただ売れない俳優たちを一流の俳優にしていくっていうことは映画監督にはなかなか難しいですよね。新人の可能性のある人にいい役を与えて注目されるってことはあるかもしれないけど、20年も30年も脇役やってきた人がある日突然変わるっていうのはむしろ
監督にできる仕事の範疇を超えてるんじゃないかと。でも監督として現場に立ってるものとしてずっと20年30年売れなかった売れてこなかった俳優さんいろいろ悔しい思いをして今日も現場に行くと主役に殴られてダーンってですいませんでしたっていう主役を強く見せるための役みたいな役回りを演じている人に、その夜のビールをうまく感じてもらう。いや今日は暴れたなっていうそれぐらいだったらできるかなという現場においてのその現場に集まった人間に対するエンターテインメントですよね。今日は映画と同じような役で呼ばれたんだけど楽しかったっていうかそれにはやっぱり一発で殴られてそのまま終わるんじゃなくて今のパンチだと立ち上がりますよねっつってもう一回立ち上がるんですよ。でかかっていけってもう一回ガーッとでバンまたやられる。どんどんそれを繰り返しているうちに立ち上がってくるやつの方がその場では主役になるんですよね。まあ最後には椅子でぶん殴られて終わるとかっていう。である愛情を誰かに注ぐと必ずそのシーンは撮り終わった後観客の人はバイオレンスシーンっていうか暴力的なシーンだっていうふうに言われるんですよ。でもそれは暴力的なシーンじゃなくて自分はその脇役の人に愛情を持って接しただけなんですよ。愛情を持って接していい仕事をしてもらおうと思うとそのシーンはバイオレンスになるんですよ。だからそういうことの繰り返しですよね。だから主役にしてもなんか映画の R15 とかこういう主役だから今こういうことだよねとかセリフ本当はそうは思ってないんだけどこういうふうに言った方が主役っぽいよねっていうことで主役っていう殻の中に押し込められてる感じがするんですよね。台本っていう世の中がみんなプロデューサーとかみんな考える思っている映画像の中に閉じ込められちゃってるんで自分の役割はそこからそいつらを現場の中で解放してやる。お前は台本上こう書かれてるけどもっとこう言いたいはずだとかもっとこんなふうに暴れるはずだとかっていうふうに一人一人のキャラクターを解放していくっていう映画から飛び出させるっていうだから、時にはバランスを欠いた作品になってしまうかもわからないけどバランスの取れた上手なものを撮るよりも破綻はしてるけど光る瞬間があるっていう映画の方が自分にとってはこう作っていて楽しいし見ている観客としてもそういう映画の方が好きっていうのはありますよね。Dans le prolongement du point précédent, mais de façon moins profonde, nous avons également des personnages qui ont un lien fort avec une culture ou une ethnie, mais vivent à l'étranger, dans un autre pays, au sein d'une autre communauté. Et ce n'est pas un hasard si Miike inclut si régulièrement des protagonistes d'origine étrangère dans ses films, alors que ce n'est pas un phénomène si fréquent dans le cinéma japonais. Prenons par exemple First Love, particulièrement à propos, dans lequel Miike nous présente un quartier de Shinjuku où cohabitent de nombreux individus d'origine différentes. La mafia chinoise se bat contre les yakuza locaux, qui engagent eux-mêmes parfois des asiatiques originaires d'autres pays pour effectuer leur basse besogne. Des sans-papiers, des immigrés qui ne parlent pas la langue, qui sont obligés d'accepter des boulots ingrats, voire criminels, pour pouvoir continuer à vivre à Tokyo. Dans Ley Lines, nous suivons des jeunes qui ont la nationalité japonaise, mais nés de parents chinois, et qui ont subi toute leur enfance des brimades de leurs camarades à cause de leurs origines. Ils ont beau vivre exactement comme des Japonais, parler parfaitement la langue et avoir les codes de cette société, ils sont perçus par l'extérieur comme différents, à tel point que, même dans l'administration, on leur demande s'ils sont bien japonais. Ce qui est immédiatement suivi par une réaction violente, seule réponse de ces désœuvrés à ce regard dérangeant. Cela conduit bien sûr à une perte de repères pour nos personnages qui sont à la recherche d'un havre de paix dans lequel ils aimeraient pouvoir se sentir à leur place.
Pour eux, c'est d'abord Tokyo et Shinjuku, mais l'endroit se révèle tout aussi décevant que la petite ville de campagne où ils ont grandi, pour eux comme pour les autres étrangers qu'ils y rencontrent, que ce soit les Chinois, des mafieux et des prostituées, ou Barbie, ce Ghanéen homosexuel qui vend de la drogue pour un petit criminel local qui l'exploite. Après la désillusion Shinjuku, nos héros se mettent alors à rêver du Brésil, un endroit complètement différent où peut-être, espèrent-ils, ils pourront se sentir chez eux et acceptés. A l'inverse, la filmographie de Miike regorge aussi de personnages japonais qui s'expatrient. Dans Rainy Dog, nous suivons Yuuji, un yakuza joué par Sho Aikawa, à nouveau un grand habitué des films du cinéaste, qui se retrouve coincé à Taïwan après avoir fui les remontrances de son clan. Devenu tueur à gages pour le compte d'un gang local pour subsister, il peine à s'habituer à la vie à l'étranger et reste cloîtré dans son appartement miteux. Alors qu'une prostituée lui amène un enfant qu'elle lui présente comme le sien et qu'il se lie d'amitié avec une autre travailleuse du sexe local, il se met, lui aussi, à rêver d'ailleurs. La situation est un petit peu différente pour Wada et Ujie, les protagonistes principaux de The Bird People in China. Wada est un salaryman, un employé de bureau typiquement japonais, envoyé en Chine en remplacement d'un collègue par son entreprise pour s'approprier un filon de pierres précieuses découvert aux alentours d'un minuscule village de campagne perdu au milieu de nulle part. Il sera suivi puis escorté sur place par un yakuza, Ujie, à qui la société de Wada doit de l'argent, et qui compte bien se servir dans les fameuses pierres précieuses pour récupérer son dû. Durant leur voyage à travers la ruralité chinoise, ils vont arriver dans un village très spécial, dont certains habitants essayent d'apprendre à voler, pour réaliser un rêve fou vieux de plusieurs décennies. Voilà un film qui parle de liberté, liberté de vie et d'esprit, et qui va faire comprendre à nos deux personnages qu'ils sont tous deux prisonniers de leur propre existence, qu'ils ne sont pas heureux. Ujie va rester sur place, va abandonner sa vie de criminel aux motivations devenues futiles maintenant qu'il a été confronté à un bonheur et une liberté bien différents. Wada, pour sa part, va bien revenir au Japon et retrouver sa routine, mais sans jamais oublier ce qu'il aura vécu durant ce voyage, avec la ferme intention de faire découvrir ce havre de paix à sa femme et à son enfant 30 ans plus tard. Globalement, les personnages japonais de Miike ont beaucoup plus de mal à s'habituer à la vie à l'étranger que l'inverse, même si en général, à la fin de chaque film, ils ont fini par s'y faire et à comprendre comment y être heureux. Ou sont morts en essayant de le comprendre. Dans The Guy from Paradise, un titre évocateur, Kohei est aussi un salaryman qui se retrouve arrêté puis emprisonné aux Philippines à cause d'une sombre histoire de drogue. Et si Kohei va vivre tout un tas de péripéties et traverser d'innombrables épreuves, être confronté au Yakuza, frôler la mort à plusieurs reprises, à la fin du film, étonnamment, il devient président des Philippines avec pour objectif d'offrir une existence meilleure au peuple local. Il a compris comment être heureux dans ce pays étranger, malgré toutes les différences culturelles avec le Japon, ainsi que la différence de confort et de richesse entre les deux pays. Mais tout l'enjeu du film pour ce salaryman était de réussir à trouver sa place dans cet environnement étranger. Vous commencez sans doute à comprendre l'idée, mais le cinéma de Miike est rempli de personnages orphelins qui sont donc sans racines familiales, sans repères généalogiques et qui sont impactés par cette absence, par ce manque. Asami dans Audition, par exemple, explique avoir perdu ses parents plus jeunes, puis avoir été élevé par son oncle et sa tante qui ont alors abusé d'elle. Cette absence parentale a très clairement impacté tout le reste de sa vie en provoquant indirectement les nombreuses agressions qu'elle subira et en lui retirant la protection dont elle aurait dû bénéficier en tant qu'enfant. Dans Lumberjack de Monster, cette même idée est encore plus claire et davantage explorée puisque nous y avons des enfants qui sont enlevés puis élevés dans le seul but de devenir des psychopathes. Miike explore alors la façon dont ces personnes, conditionnées pour être des meurtrières, peuvent redevenir normales ou non. Et l'absence de parents, de famille, d'éducation ordinaire a bien sûr un rôle clé dans l'équation. Dans Rainy Dog, Yuji se retrouve avec un gamin sur les bras. C'est peut-être son fils, peut-être pas, on sait juste qu'il n'en veut pas, ne le reconnaît pas et ne souhaite pas l'élever, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément données, mais qu'on comprend aisément. Il n'a juste rien à lui offrir, c'est un tueur à gages qui vit caché dans un pays qui n'est pas le sien. Qui est donc le Rainy Dog du titre, Yuji ou son fils? Les deux. Et quelle vie attend cet enfant, abandonné par sa mère prostituée et ayant comme premier modèle un yakuza en cavale qui sera laissé pour mort sous ses yeux? Mais l'exemple le plus parlant de personnage orphelin dans le cinéma de Miike, c'est très clairement Dead or Alive 2, avec son duo de tueurs à gages, encore une fois, qui reviennent sur leur île natale dans l'orphelinat où ils ont été élevés ensemble.
Dans le film, Miike insiste bien sur leur manque de racines familiales, notamment avec le montage et sa façon de mettre en parallèle des scènes les montrant adultes et des flashbacks d'eux enfants. Dans d'autres scènes, nous les voyons sur leur trait d'enfant, subir les conséquences de leur vie de criminels et donc de leur vie d'adulte. Via ce procédé, le cinéaste nous montre que les tueurs qu'ils sont devenus sont toujours, quelque part, les jeunes orphelins qu'ils ont été autrefois. Encore une fois, leur statut d'orphelin a impacté le chemin qu'ils ont décidé de prendre en grandissant. Après, nous avons également toute une série de personnages qui ne sont pas de véritables orphelins, mais qui sont en rupture totale avec leur famille, et qui donc manquent eux aussi de repères généalogiques. Dans Fudo, connu en français sous le titre Graine de Yakuza, par exemple, nous suivons Riki Fudo, qui, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, voit son père, un chef Yakuza, assassiner brutalement son grand frère juste pour prouver sa dévotion à ses supérieurs. Une image qui marquera le jeune garçon à vie, qui, en grandissant, cherchera juste à se venger de son père, et montera pour ce faire son propre clan Yakuza, constitué uniquement d'enfants et d'adolescents. Riki n'est pas officiellement un orphelin, mais dans les faits c'est exactement pareil. Nous avons à peu près le même genre de dynamique dans Crow Zero, dans une moindre mesure, avec Genji Takiya, un étudiant violent qui cherche à devenir le roi du lycée Suzuran. En gros, il souhaite devenir le mec le plus fort de l'école, ce que son père, un chef Yakuza avec qui il est en conflit, n'a pas réussi à faire durant sa jeunesse. Cette rivalité père-fils est à l'origine du chemin de violence que Genji va choisir et la source de sa motivation. Dans la maison des sévices, nous avons cette prostituée qui a eu une enfance terrible, elle qui est déjà le fruit de l'inceste, puisque ses parents étaient frères et sœurs. Ça aura pour conséquence la naissance de sa petite sœur siamoise, réduite à un visage monstrueux greffé sur sa main. Son père, violent et alcoolique, les violait, sa mère et elle. Sa maman, quant à elle, était une faiseuse d'anges, à savoir l'exact inverse d'une sage-femme. Elle tuera son père de ses propres mains après un énième viol et deviendra une prostituée. Les exemples sont encore nombreux, comme dans First Love, où nos deux jeunes personnages principaux souffrent soit de l'absence des parents, soit de leur violence. Dans Young Thug's Nostalgia, qui contient, selon les propres aveux de Miike, de nombreux éléments autobiographiques, nous suivons tout un tas de gamins très jeunes mais dans des situations familiales compliquées. Riichi, notre héros, est en conflit permanent avec son père violent, volage et alcoolique, qui cherche à l'élever comme un vrai dur à cuire. Ses deux meilleurs amis ne sont pas vraiment mieux, l'un est éduqué par sa grand-mère sénile et l'autre, ses parents se fichent totalement de ce qu'il peut bien faire. Nos fiefés bambins deviennent alors de gros bagarreurs, malpolis et effrontés, mais gardent, heureusement, leur grand cœur. Et enfin, nous avons quelques exemples de familles dysfonctionnelles dans le cinéma de Miike qui remplissent également les mêmes fonctions. Entre Visitor Q, The Happiness of the Katakuri, ou les nombreux films qui parlent de clans Yakuza comme des structures familiales, dont ceux déjà cités, nous avons autant de cellules parentales ineptes qui impacteront négativement leurs membres, adultes comme enfants. Cette catégorie-ci est peut-être un petit peu plus abstraite que les précédentes. Le manque de racines physiologiques qui correspond au fait d'être piégé entre deux états distincts. En gros, dans la filmographie de Miike, nous pouvons croiser un certain nombre de protagonistes qui subissent des transformations, artificielles ou naturelles, qui causent chez eux un manque de repères. Par exemple, nous avons droit à quelques personnages hermaphrodites ou transgenres. Dans Fudo, nous avons une jeune fille hermaphrodite donc qui se comporte en femme quand elle est en couple avec un homme, et vice-versa. Nous pouvons la voir uriner debout au début du film alors que nous ne sommes pas encore au courant de sa condition, puis nous assistons à son job étudiant, si l'on peut le qualifier ainsi, qui consiste en des shows sexy durant lesquels elle danse, puis projette des fléchettes à l'aide de son vagin, avec beaucoup de précision, ce qui est également son arme de prédilection. À travers ces scènes grotesques, Miike exprime la recherche d'identité de ce personnage partagé entre les deux sexes, les deux genres, et qui peine à trouver sa voie. Dans Gozu, c'est un petit peu différent, puisque nous suivons Ozaki, un yakuza qui décide par lui-même de changer de sexe et de devenir une femme. Encore une fois, si cette transformation a également un côté pratique, puisque Ozaki voulait fuir son clan puis se venger de son Oyabun, il était bien une femme enfermée dans le corps d'un homme, qui avait besoin de cette métamorphose pour pouvoir aller de l'avant.
Mais Miike peut se montrer également un peu plus farfelu. Outre les personnages de vampires que l'on peut retrouver dans Tennen Shoujo Man Next ou Yakuza Apocalypse, qui, par définition, subissent des transformations de force après s'être fait mordre, et qui cumulent ici deux états bien distincts, celui de vampire comme un haut de métrage et celui de lycéenne pour le premier, de Yakuza pour le second, nous retrouvons par exemple des protagonistes modifiés pour devenir mi-humains, mi-cyborg. L'exemple le plus parlant est bien sûr Agane, héros de Full Metal Yakuza, qui, après avoir été laissé pour mort durant l'assassinat de son patron, est récupéré par un savant fou qui mélange ses restes à ceux de son boss et y ajoute des améliorations robotiques. Il devient alors un cyborg super puissant et va pouvoir compenser toutes ses anciennes faiblesses, tout en cherchant un but à sa nouvelle condition. Une situation un petit peu similaire à celle de Akira Aizone dans Fudo, interprété par le catcheur Kenji Takano, qui, après un attentat qui le laissera pour mort, reviendra bien vivant, ses blessures compensées par des parties métalliques. Dans Andromédia, même genre d'idée. Nous assistons à l'histoire d'amour d'un couple adolescent, tragiquement séparé par la mort de la jeune fille, dont l'esprit est alors conservé sur un ordinateur sous la forme d'une intelligence artificielle. Cela n'empêchera pas notre jeune homme de retomber amoureux d'elle, même sous cette nouvelle forme, qui implique tout de même pas mal de changements en termes de façon de vivre. Et enfin, dernière catégorie de personnages sans racines, nous avons ceux en manque de repères mentaux, qui ont des problèmes psychologiques profonds et marqués, qui les empêchent de vivre tout à fait comme les autres et surtout de suivre les règles imposées par la société. Les psychopathes ou les schizophrènes parsèment la filmographie de Miike, comme les protagonistes de Lumberjack the Monster ou ceux de MPD Psycho. Il y a aussi cette idée de personnages qui agissent sous influence, comme par exemple Ichi, hypnotisé par Gigi, comme nous l'avons vu, une idée que nous retrouvons également encore dans MPD Psycho. Enfin, nous pouvons inclure les drogués dans cette catégorie, les toxicomanes qui vont jusqu'à avoir des hallucinations ou entendre des voix à cause des substances qu'ils prennent, ou qui ressentent un manque tellement puissant que cela impactera leur comportement, comme la jeune fille dans First Love qui cumule tous ses effets secondaires à elle toute seule. Donc, toutes ces catégories représentent l'ensemble des personnages en manque de repères du cinéma de Miike. L'absence d'une de ses racines est la caractéristique la plus répandue parmi les protagonistes de ces films et conduit généralement au second état, tout aussi primordial chez notre cinéaste, celui de l'exilé, le banni de la société, le marginal en puissance. Comme nous l'avons vu, le fait d'être des sans repères impacte la vision du monde de nos personnages, ainsi que la vision qu'ils ont de leur propre identité. Mais elle impacte également en retour la vision que la société a d'eux. Elle les voit comme des marginaux, en dehors de la norme, et les oblige alors à vivre en bordure. En plus de toutes les formes de manque de racines que nous venons de voir, nous pouvons ajouter à ces catégories de personnages ceux qui ont une orientation sexuelle ou une sexualité en dehors des normes, qui vont subir le même traitement que les individus sans repères et qui sont légion parmi les films de Miike, à commencer par les protagonistes homosexuels, comme dans Les Affranchis de Shinjuku, l'un des premiers films dans lequel le cinéaste a mis en place des personnages en dehors des normes et dans lequel nous avons droit à tout un clan de yakuza homosexuels. Kenji, par exemple, le deuxième personnage principal de Blues Harp, est un yakuza gay, qui a du mal à assumer son attirance pour Shuji. En tant qu'homosexuel, il devient donc un marginal même au sein de son clan de marginaux. Trouver sa place n'est pas évident. D'ailleurs, cette homosexualité deviendra peu à peu l'un des sujets principaux du film, puisque son lieutenant secrètement amoureux de lui commettra une trahison abjecte envers Shuji juste pour supprimer son rival. Et elle sera surtout la source d'une ambiance un petit peu homo-érotique dans le film, grâce à quelques plans bien pensés par Miike, ce qui reste une prouesse puisque le long métrage n'aborde jamais frontalement le sujet. Et ce genre de sous-entendu, dans le cinéma de Miike, nous pouvons en retrouver très souvent. Des moments où l'homosexualité est suggérée, directement ou indirectement, par des looks de personnages, des attitudes ou des comportements, des plans évocateurs, sans pour autant être évoqués en tant que tels. De plus, de nombreux personnages secondaires sont présentés comme gays, à l'image de Barbie dans Leyline que j'ai déjà présenté. Dans ces moments-là, l'orientation sexuelle du personnage est une façon de le marginaliser, de le présenter comme en dehors des normes. Mais forcément, on peut aller plus loin dans ce qu'on qualifiera de déviance par rapport à la norme, à la majorité. Le sadomasochisme est également très présent dans la filmographie du réalisateur.
Kakiara dans Ichi the Killer en est le meilleur exemple, en plus d'être homosexuel ou plutôt de n'avoir aucun intérêt pour le genre ou le sexe de ses partenaires, du moment que ceux-ci lui donnent la souffrance exquise qu'il attend. On retrouve ce genre de pratique ou d'autres qui s'en rapprochent dans Silver, Family, Full Metal Yakuza, Ley Lines, Lady Hunter, etc. Pensez également pour le chef Yakuza de Gozu qui apprécie particulièrement s'insérer des objets volumineux dans le derrière. Les personnages de Miike ont souvent des fantasmes inavouables et la sexualité débridée qui va avec. Mais là, nous restons dans quelque chose de, certes en dehors des normes, mais légal. Car il n'est pas rare non plus que des personnages aient des relations incestueuses chez Miike. Comme dans Visitor Q, forcément, le premier titre qui nous vient à l'esprit quand on pense à cette thématique, et qui propose également en plus une scène nécrophile. Mais aussi dans Fudo, par exemple, avec ce vieux chef Yakuza qui dort avec son fils, qui est plus une sorte d'esclave sexuel qu'un véritable héritier. Évidemment, l'idée derrière cette image abjecte et symbolique sur la notion de famille et de passage de flambeau, surtout dans un film comme Fudo, dont c'est l'un des thèmes principaux. Même la zoophilie est parfois évoquée sans être montrée frontalement, parce que pas besoin. Encore une fois, Miike utilise ce sujet pour catégoriser des personnages comme déviants, comme en dehors des normes. Et enfin, nous retrouvons aussi énormément de travailleurs et travailleuses du sexe dans l'univers du cinéaste. Mais vous l'aurez certainement déjà compris depuis un moment. Ichi the Killer, La Maison des Sévices, Ley Line, First Love, Rainy Dog, Dead or Alive, Gozu, The Mole Sound, tous ces films et plus encore nous proposent des personnages de prostituées ou d'escortes qui tiennent des rôles plus ou moins importants dans l'intrigue. L'une des grandes particularités de Miike quant à tous ces types de personnages aux sexualités ou orientations particulières, c'est qu'il ne les condamne ni ne les juge jamais. Ce n'est pas un outil qui sert à caractériser un personnage comme étant dans l'erreur ou étant mauvais, mais vraiment plutôt à représenter en quoi il ne se trouve pas dans les cases dans lesquelles la société aimerait le mettre. À travers sa sexualité, le personnage se place donc tout simplement en dehors de la société. Et c'est pareil également dans plusieurs films pour la jeunesse, par opposition aux adultes et par extension à l'autorité qui sont au-dessus d'eux dans la société. À cause du gap générationnel, les jeunes suivent d'autres codes et participent à la vie de leur propre microcosme. Très souvent, ils seront donc en conflit avec les adultes, mais nous reviendrons sur ce thème précis un petit peu plus tard. Nous pouvons retrouver la même idée dans certains métrages, mais avec cette fois les différences entre populations pauvres et riches. The Happiness of the Katakuri en est le meilleur représentant. La famille de nos personnages principaux est en dehors des conventions des autres à cause de leurs limites financières qui les forcent à vivre de façon différente. Tous ces personnages, et ceux que nous avons décrits juste avant, qui manquent de repères et de racines, se placent donc automatiquement en position d'outcast, d'exilés de la société, de laissés pour compte et ne ressentent dès lors pas le besoin d'en suivre les règles. En conséquence, deux options principales, qui se rejoignent souvent, s'ouvrent à eux. Devenir criminel, à l'image des travailleurs du sexe que nous avons déjà évoqués, ou bien entendu des Yakuza, l'archétype le plus représenté du cinéma de Miike, tueur à gages ou autres dealers et petites frappes en tout genre. En devenant hors la loi, nos personnages pensent pouvoir suivre leurs propres règles, qui leur correspondent mieux, croient trouver un univers qui les accepte tels qu'ils sont, et ils embrassent donc pleinement une existence en marge de la société. Ou alors, ils se mettent à la recherche du bonheur, qui peut prendre toutes sortes de formes. Un bonheur qui leur permettra d'oublier leurs conditions de solitaire, d'enfin trouver leur place dans la société japonaise ou ailleurs, de pouvoir être fiers de leur identité, d'oublier la sensation d'être un moins que rien. Et cette recherche du bonheur, c'est notre point suivant. C'est tout simplement la quête de l'extrême majorité des protagonistes de Miike. Très importante au sein de l'œuvre de Takashi Miike, la recherche du bonheur peut arborer bien des visages, mais elle résulte toujours directement de la position de banni du personnage et donc des difficultés qu'il endure, de son désespoir ou de son malheur. Le personnage essaye donc de se sortir de sa situation compliquée et se met en quête d'un objectif souvent presque fantastique ou utopique. Voici les différents moyens qu'ils emploient selon les films pour essayer de l'atteindre.
L'une des plus répandues, que nous avons déjà pu brièvement commenter, est l'évasion. Bien souvent, le personnage de Miike essaye de fuir son environnement, celui dans lequel il se sent malheureux, la société qui le marginalise, et part à la recherche d'un endroit où il pourra être lui-même, où il sera accepté à sa juste valeur et pourra enfin être heureux. Même si la destination est réaliste en soi, comme le Brésil pour Ryuichi et ses amis dans Ley Lines, ou Taïwan pour Mario et Kei dans The City of Lost Soul, ou n'importe quel autre pays sur Terre dans Rainy Dog, elle a un côté rêve et fantasme, et en réalité se trouve être impossible à atteindre pour nos personnages qui finissent toujours par connaître une issue tragique en essayant d'y parvenir. C'est une illusion, car de toute façon, et le spectateur le ressent bien, rien ne serait différent dans ces autres pays, ces villes différentes, et nos personnages se bercent d'un doux rêve parce qu'ils ont besoin d'une destination et surtout d'un objectif. Le meilleur exemple de ce paradis illusoire est très certainement le Kabukicho, l'un des théâtres préférés de Miike, ce quartier chaud de Shinjuku dont nous avons déjà eu l'occasion de parler plus tôt. Ce quartier, ses lumières, ses couleurs, son aspect festif et en dehors du monde, dans lequel les lois semblent ne pas opérer, où les minables, les criminels et les prostituées pensent avoir un avenir. C'est un havre pour les marginaux, la destination vers laquelle ils se rendent en espérant trouver ce bonheur. Mais c'est une illusion. Ils n'y trouvent rien d'autre que l'amertume et le retour à la réalité est bien souvent violent, voire mortel, comme ce fut le cas à nouveau pour Ryuichi et ses potes, venus de leur basse campagne en espérant vivre la belle vie dans le Kabukicho et qui, dès leur arrivée, se feront arnaquer par une prostituée qui les détroussera. Ce crochet vers le quartier de leurs rêves débouchera sur leur mort à tous. Le Kabukicho est un piège, et tous ceux qui croient y faire fortune dans les films de Miike, comme tous les gangsters de First Love, indépendamment de leur origine, ou ceux des affranchis de Shinjuku et la bande d'outcasts de Dead or Alive, ou y trouver le bonheur tout simplement, comme Kakihara dans Ichi the Killer, n'y trouvent qu'un bonheur éphémère et factice, qui finit toujours mal. Il n'y a donc pas d'oasis, de havre de paix à découvrir dans le cinéma de Miike, ou du moins, pas pour le commun des mortels. Plutôt que de le fuir, certains personnages de Miike essayent d'apprendre à vivre avec leur environnement, d'être en harmonie avec la société dont ils font partie, au point que ça devient un véritable objectif de vie, ou du moins une tâche à accomplir pour pouvoir enfin vivre en paix. Cela concerne surtout les Japonais qui partent à l'étranger et pour qui cet apprentissage se révèle particulièrement délicat, comme nous l'avons déjà vu. Et ce même si au fur et à mesure de la carrière de Miike, il s'est montré plus conciliant avec ses propres personnages qui y arrivaient de plus en plus facilement. À l'inverse, nous avons parfois des personnages étrangers, en décalage avec les normes sociétales japonaises, qui ont du mal à s'épanouir, mais qui cherchent eux aussi à s'insérer, comme Ryuichi au tout début de Ley Lines. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'amour dans le cinéma de Miike ? Il en fourmille, et pour de nombreux personnages, la quête du bonheur se résume à le trouver, à dénicher le partenaire parfait. Nous l'avons déjà vu, mais c'est le grand point commun des mastodontes Audition et Ichi the Killer, alors que ce sont deux œuvres totalement différentes. Aussi bien Asami que Aoyama cherchent à trouver quelqu'un avec qui faire leur vie, avec qui se marier, quand Kakihara est à la recherche d'une personne qui saura le frapper suffisamment fort. Mais ce ne sont pas les seuls films dans lesquels la recherche de l'amour est en réalité la quête du bonheur des héros. First Love porte bien son nom, avec l'idylle étrange que vont vivre Léo et Monica après un coup de foudre mutuel qui leur donnera la force d'échapper aux Yakuza, à la mafia chinoise et aux policiers, corrompus ou non, rien que ça. Dans First Love, ce n'est pas tant la recherche du partenaire idéal qui leur sert de moteur, mais plutôt survivre à deux à tout un tas de périls inattendus ensemble et qui surviennent juste après leur rencontre. À la clé de cette nuit d'épreuve attend la possibilité de vivre pleinement leur amour et donc, pour eux, d'être heureux. Nous retrouvons une idée similaire dans Andromeda avec ce couple séparé par le décès de la jeune fille dont l'esprit sera conservé sur son ordinateur. Comment vivre une histoire d'amour avec une jeune fille virtuelle qui n'existe que sur PC ? Dans La Maison des Sévices, Christopher, interprété par Billy Drago, revient au Japon pour retrouver une prostituée qu'il avait promis de venir rechercher, en espérant repartir chez lui et l'épouser. C'est l'amour qui dicte sa conduite, l'amour est l'objet de sa quête. Dans Ley Lines, Rainy Dog ou encore The City of Lost Souls, l'amour n'est certes pas l'objectif principal, mais il le rejoint, puisque l'idée est d'atteindre son objectif avec ou pour sa moitié.
Et si on creuse encore plus, on constate que l'amour ou son illusion est présent dans la plupart des films de Miike d'une façon ou d'une autre. Que ce soit les personnages désabusés, comme les parents de Visitor Q ou l'assassin Izo qui revient d'entre les morts et est confronté à ses anciens amours désormais rejetés, qui ont plus ou moins abandonné cette idée, ou même juste toutes les amourettes secondaires qui influencent le héros sans constituer sa quête principale. Fudo, The Molsong, Blues Harp, The Way to Fight, etc. L'amour est partout chez Miike. Cependant, tout comme l'évasion, l'amour est bien souvent impossible dans son cinéma. Il a tout du rêve, et la plupart du temps ne débouche que sur la déception, la désillusion, ou pire, la mort de l'un ou des deux tourtereaux. Alors, établissons-le dès le départ, cet objectif-là, ce rêve, est le plus illusoire de tous. Les rêves de richesse, bien souvent partagés par les personnages Yakuza, n'ont pour seule conséquence qu'un bonheur des plus éphémères. Et la fuite, la peur, puis la mort ou la prison, mais plus souvent la mort. C'est un symbole de futilité chez Miike, d'un bonheur qui ne serait qu'artificiel et qui n'amène généralement rien de bon. Et finalement, le meilleur exemple, ça reste les membres de la famille principale de The Happiness of the Katakuri. Lorsqu'ils touchent du doigt la richesse, ils n'en deviennent pas heureux pour autant, et ils se rendent compte que le bonheur est ailleurs. Pour Miike, qui aime profondément les gens et s'intéresse à eux, la quête de fortune n'est qu'artifice, et il le démontre bien à travers son cinéma. Nous entrons dans le cœur du cinéma de Miike avec cette façon de trouver le bonheur. Le refuge dans l'unité familiale, le fait de prendre part à une communauté, de trouver sa place dans un groupe. Les personnages de l'univers du cinéaste ont une forte tendance à former des groupes entre marginaux, à se créer une micro-société dans laquelle ils auraient chacun une place, un rôle, une fonction, et qui crée alors chez eux un fort sentiment d'appartenance, une loyauté et un sens du devoir exacerbé envers cette unité. C'est une façon pour eux de combler leur manque de racines. Les groupes de Dead or Alive, Young Thugs Nostalgia ou encore de Leyline correspondent tout à fait à cette idée. De même, et c'est une évidence, que les nombreux clans Yakuza que nous avons déjà évoqués, qui reproduisent certaines valeurs familiales et sociétales à leur façon. Des films comme Fudo, Ichi the Killer de Molsong ou Agitator nous présentent des clans très soudés dont les membres ont développé un sens du sacrifice et une solidarité extrêmement forts. Même dans des œuvres légères comme Eye Catch Junction, on retrouve cette idée de groupe avec nos 4 policières qui décident de former une brigade spéciale pour pouvoir lutter contre le crime à leur façon, sans devoir subir les règles trop strictes ou la corruption, voire même le machisme de la police ordinaire. Tous ces personnages ont en commun leur volonté de se regrouper pour sortir de leur état de solitude et être enfin capables d'affronter le monde extérieur. Mais pour les membres du groupe, rester unis sera toujours un défi, et il faudra lutter pour garder cette unité. Si leur lien commence à s'affaiblir, la destruction du groupe n'est jamais bien loin. La perte ou la mort d'un seul membre du clan est en général le début de la fin, et l'unité s'en affaiblira grandement. Pour cette raison, la trahison est formellement interdite, et est toujours sévèrement punie. Pour autant, si celle-ci survient, comme dans Dead or Alive, elle marquera immédiatement le début du déclin. Devoir sanctionner un membre qui a tenté de fuir le groupe ou l'a trahi, ça n'efface pas cette trahison. Et faire preuve de dureté et de cruauté dans ces moments-là garde l'unité de façon artificielle, en la consolidant par la violence. Même dans Ichi the Killer, on peut retrouver cette idée. Quand Kakihara décide de quitter le clan Yakuza et de former un clan unique avec ses hommes, il leur demande si quelqu'un veut quitter le groupe. Un homme de main se manifeste et déclare en effet vouloir partir de son côté. Kakihara l'oblige alors par la violence à rester dans le clan et montre aux autres sbires que la désertion ne sera pas tolérée. Il marque en réalité déjà la fin de leur tout nouveau groupe, uni par la peur et la brutalité de son chef. Nous savons déjà à ce moment précis qu'à la fin du film, plus aucun d'entre eux ne sera vivant, et ça ne loupe pas, ils mourront tous. Parfois, nos personnages forment une véritable famille, qu'ils cumulent ce statut et celui de gang ou de clan de Yakuza comme dans Fudo ou Family, ou en étant juste une famille comme dans Visitor Q et Happiness of the Katakuri. Dans ces derniers cas, comme le note Tom Mess, le processus est alors inversé. Au point de départ du film, les familles sont désunies et dysfonctionnelles, mais à la fin, elles sont beaucoup plus heureuses et ont réussi à resserrer leurs liens. Et ce cas précis est le seul dans lequel nous pouvons voir nos personnages vraiment trouver le bonheur.
dans les autres films de Miike, le groupe finit souvent démantelé et ses membres éliminés, malheureusement. Deuxième thématique cruciale de l'œuvre du cinéaste qui en constitue réellement l'un des axes majeurs. Certains personnages dans son univers, pour avoir accès au bonheur, se réfugient dans la nostalgie, qui renvoie à leur enfance ou leur adolescence, dans un état où ils n'étaient pas encore adultes et ne devaient pas encore subir la société et ses règles. Chez Miike, l'enfance est un état idyllique, et est même plus un état d'esprit qu'une véritable condition factuelle, comme on peut le voir par exemple dans Dead or Alive 2, dont les deux personnages principaux, malgré leur âge adulte et même leur job de tueur à gages, sont restés les enfants qu'ils étaient autrefois. Ils se réfugient dans leurs souvenirs à une époque où ils étaient heureux pour fuir une société qui les rejette, voire même un danger qui les guette. C'est leur façon de se donner accès au bonheur, même momentanément. Car dans l'œuvre de Miike, l'enfance est une période très spéciale, durant laquelle le protagoniste est invulnérable, et ce même s'il ne vit pas non plus une enfance toute rose, sans violence. C'est même tout l'inverse. Dans bon nombre de ces titres, les jeunes sont de gros bagarreurs et passent leur temps à se foutre sur la gueule, et rentrent chez eux couverts de bleu et de blessures. Pourtant, ces blessures n'ont quasiment jamais aucune véritable conséquence, et les dégâts restent minimes, de simples égratignures, quand bien même les coups qu'ils prennent sont très impressionnants. Dans Crow Zero, The Way to Fight ou les Young Thugs, nos jeunes protagonistes trouvent le bonheur à travers la bagarre, en se battant contre leurs rivaux de façon toujours très brutale. L'enfance a un côté idyllique, et se battre est naturel pour cette jeunesse, c'est leur façon de célébrer la vie. Ainsi, quand des personnages adultes se remémorent leur enfance, c'est pour essayer de capturer cette essence, retrouver ce bonheur innocent et naïf, et un peu de cette invulnérabilité. Parfois, nous avons des personnages de jeunes adultes qui ne sont en fait pas encore tout à fait sortis de l'enfance. C'est le cas pour les deux héros de Blues Harp. Déjà, le film s'ouvre avec un montage qui met en parallèle un concert un peu rock dans un bar et une bagarre entre Kenji, jeune yakuza, et des rivaux qui en veulent à sa vie. En faisant cette juxtaposition qui reste l'une de ses signatures stylistiques, Miike nous montre que la bagarre, pour cette jeunesse, c'est une fête, une source d'amusement. Et juste après cette introduction, Shuji lui-même se jette à corps perdu dans une baston qui démarre dans le bar. Durant tout le métrage, nous ne cesserons de voir que ces deux protagonistes ont toutes les caractéristiques de l'enfant, selon Miike. Ils se cherchent encore, vivent en marge de la société des adultes, aiment se battre et ont gardé cette invulnérabilité propre à l'enfance. Pour autant, ils ont l'âge d'être de grandes personnes, et on sent bien qu'ils sont en pleine transition. Kenji est un vrai criminel, un tueur, et nous avons par exemple cette scène durant laquelle il déguste goulûment un esquimau, alors qu'il vient juste de supprimer un ennemi que ces hommes sont en train de dissimuler dans un baril pour le jeter à l'eau. Avant de quitter les lieux, Kenji plante le bâton de sa glace dans le baril, à côté d'un mégot de cigarette et de la dépouille de sa victime. Un plan extrêmement parlant sur l'étape de la vie dans laquelle il se trouve. Sauf qu'ils vont devenir adultes durant le film. Shuji trouve l'amour, et avec sa compagne, il va avoir un enfant. Il sort donc de l'enfance, et perd cette invulnérabilité. Désormais, lui qui dealait pour se faire un peu d'argent et fréquentait plusieurs yakuza sans jamais avoir de problème, va devoir être mis face à ses responsabilités. Maintenant, ses actes ont des conséquences, car c'est un adulte, il a des responsabilités, et son monde indestructible est menacé. C'est pareil pour Kenji, qui sort de l'enfance en se rendant compte que ses sentiments pour Shuji ne sont pas réciproques, en couchant avec la femme de son boss, qu'il veut supprimer pour prendre sa place, et en tuant, ce qui représente une violence adulte, très loin de la bagarre, violence beaucoup plus enfantine dans le cinéma de Miike. Il sort donc à son tour de l'enfance, et, comme Shuji, est mis face aux conséquences de ses actes. Lui qui est toujours passé entre les mailles du filet, a survécu à tous ses déboires, commence à vraiment risquer sa peau lorsqu'il devient véritablement un adulte. Un autre film important sur ce thème dans la filmographie de Miike est The Way to Fight, qu'il réalise en 1996 et qui marque un véritable tournant dans sa carrière. Au-delà de sa qualité indéniable, bien supérieure à la plupart de ses précédents travaux, The Way to Fight raconte l'histoire de deux jeunes bagarreurs lycéens de Osaka dans les années 70, une date laissée volontairement floue, justement pour envoyer à cette idée de nostalgie. Les deux fortes têtes, Kazuyoshi et Takeshi, vont entretenir une rivalité qui semble dictée par le destin, comme le suggère le montage et la mise en parallèle de leur façon de tabasser les mêmes bandes de délinquants à différents moments. Nous comprenons instinctivement que les deux jeunes hommes vont se livrer à une lutte sans merci pour déterminer qui est le plus fort de Osaka.
Cependant, alors que cela semble être le sujet du film, il s'agit en réalité d'un authentique MacGuffin. Alors que les deux jeunes hommes ne cessent de se louper pour mener ce grand combat, nous allons surtout nous attarder sur la vie de leurs amis et de leur famille. The Way to Fight est donc plutôt un film qui se concentre sur le quotidien d'adolescents à Osaka dans les années 70, plutôt que sur une bonne bagarre. Et le fight du titre renvoie au combat de la vie plus adulte que celui que mènent nos deux protagonistes. Mais ce qui nous intéresse se trouve plutôt dans le pseudo-climax. Alors que les deux rivaux se font face pour enfin se livrer au duel promis aux spectateurs depuis les premières secondes du film, avant qu'ils n'aient pu se donner le moindre coup, une bagarre générale démarre dans la foule qui les entoure, et tout le monde se met à se battre, adultes, adolescents et enfants compris. Cette bagarre n'est pas un combat, pas une guerre, mais une fête. Et c'est encore une fois une façon pour Miike de dépeindre l'enfance et son insouciance, et cette fameuse invulnérabilité propre à son cinéma et à sa vision des choses. La baston n'est ici pas associée à la souffrance ou même à la violence, mais est bien une forme de libération. Les deux rivaux se joignent joyeusement à la mêlée générale, abandonnant leur duel. Peu importe qui ils combattent, du moment qu'ils se battent. Nous pouvons même voir deux vieillards, qui regrettaient juste avant leur jeunesse, se joindre à eux aussi à la fête, et donc, l'espace d'un instant, revivre leur jeunesse avec nostalgie. Cette bagarre est une célébration de la jeunesse, et absolument rien de négatif ne pourra en ressortir. C'est aussi le dernier acte de la vie d'enfant auquel nos deux rivaux pourront se livrer, avant de tous les deux entrer dans la vie d'adulte et dire adieu à ce genre de moment définitivement. Quoique, pas tout à fait. Nous constatons à la fin du film que les deux jeunes hommes ont fait de cette violence festive leur métier. Ce sont devenus des combattants professionnels et, près de 20 ans après leur rivalité de lycéens, ils sont sur le point d'enfin s'affronter, en direct à la télévision. Ils ont su rester des enfants, garder la même insouciance et leur bonheur réside dans cet état d'invulnérabilité permanent. Mais rares sont les personnages qui ont eu la même chance. Chez Miike, il y a plusieurs façons de sortir de l'enfance, ce qui met alors fin à l'invulnérabilité, mais aussi au bonheur. Par exemple, la fin du lycée, le diplôme, est l'une des façons les plus naturelles de quitter cet état, comme dans Fudo, Dead or Alive 2 ou Ley Lines. Ils n'ont pas le choix, ils deviennent des adultes et doivent désormais essayer de trouver leur place dans un monde brutal et impitoyable. Mais il y a également d'autres façons. À l'instar de celle que nous avons pu voir dans Blues Harp, dans Dead or Alive, nous avons le petit frère d'un gangster qui met la main sur un flingue. Jusqu'ici, il ne connaissait pas les activités illégales de son frère et était épargné. Immédiatement après avoir trouvé l'arme, il meurt. Il est entré dans l'âge adulte en quelques secondes en étant mis au contact d'une violence adulte à milieu de la violence des enfants, tout comme Kenji dans Blues Harp. Dans Rainy Dog ou The City of Lost Souls, nous avons également des enfants qui sont témoins de cette violence d'adultes, témoins de meurtre, ce qui les fait sortir de l'enfance immédiatement. Vous rappelez-vous le personnage de la grenouille de Yakuza Apocalypse ? Au pire, vous l'aurez entreaperçu dans mon introduction, et il vous aura forcément marqué. Même ce personnage fait référence à l'enfance. 僕たち世代にとってああいうカエルってヒーローとは言わないんですけど身近にいたわけです。田んぼがあってで銃でピシャッとかなんかねこう遊んだりアニメでも「ど根性ガエル」っていう T シャツの中にカエルが生きていたり身近な存在だったんですよね。東京にいると今なかなか見れませんけど。今でも地方行くともう夜撮影してたらカエルの声がうるさくてっていうだから自分にはそれノイズに聞こえないんですよね。いい音に聞こえる風の音と一緒で要は言ってみれば邪魔にならないんで無音なんですよカエルの声って。カエルそのものになんか独特の愛情を持ってることは確かなんですよ。でやっぱりあの映画の中の真のダークヒーローなわけですね。最強のやっぱカエルじゃないってしかもカエルくんっていうくん読みくんと呼ばれるカエルさんではなくてカエル様でもなくてカエルくんっていうのが僕らの距離感でその要は言ってみればざらにいる日陰者ですよね。昔で言うとどこにでもいた意識もされない人によっては鳴き声うるさいなとか見た目気持ち悪い大嫌いと究極の脇役みたいなで何のためにカエルいるのっていうなんかくだらないことじゃないですか。カエルはカエルで
何らかの事情で、逆に言うと事情があるから生きてるんじゃなくているわけですよね。そのカエル君をなんかねヒーローにしたかったっていうか、やっぱここはカエル君でしょうっていう。なんか台本の打ち合わせしてた時にやっぱここはカエル君っていうのを登場させようっていうのを強く要望した記憶がありますね。Est-ce étonnant dès lors si ce curieux personnage est capable de se battre et de casser la gueule à n'importe qui? Encore une fois, il représente bien cette invulnérabilité, cette naïveté, mais aussi ce chaos, cette énergie que véhicule l'enfance et auquel renvoie la nostalgie dans le cinéma de Miike. Et pour finir de caractériser le côté spécial de l'enfance pour Miike, le cinéaste a souvent choisi un lieu spécifique. Osaka et sa banlieue, la région dans laquelle il a passé sa propre enfance. Par opposition au Kabukisho qui représente la luxure et la violence du monde des adultes, un univers dangereux et pervers, Osaka représente l'innocence, la naïveté, la douceur des jours heureux de l'enfance. Osaka, dans l'univers de Miike, représente toujours la réalité, tout simplement. Et c'est pour ça que ces rares personnages, qui ne sont pas des sans-repères, viennent presque toujours de cette région-là. Comme ceux de The Way to Fight, qui parlaient un dialecte d'Osaka et qui ont trouvé leur voie. Par opposition au Kabukisho, qui représente le mythe, la légende, le rêve qui tourne systématiquement au cauchemar. Le lien entre tous les thèmes que nous avons évoqués jusqu'ici, c'est que chaque étape, chaque état de personnage débouche presque systématiquement sur des scènes de violence. Car oui, ça ne vous aura pas échappé, l'univers cinématographique de Takashi Miike est violent, et cette caractéristique a souvent fait réagir. Bon nombre de ces films ont provoqué la polémique, surtout en Occident, à cause de scènes gore, perverses ou choquantes, mais aussi de sa façon de bousculer les tabous. Mais au-delà de l'intérêt esthétique et visuel de ces effusions de sang et de cette violence, celle-ci n'est pas non plus dénuée de sens, et elle ne sort pas de nulle part. Elle découle du statut de marginal des personnages, de leur mise sur le côté par la société, de leur sortie brutale du monde de l'enfance ou de la destruction de leur groupe. Et elle sert à dépeindre la dureté du monde dans lequel ils évoluent, que ce soit celui dans lequel ils ont été forcés de vivre ou celui qu'ils se sont eux-mêmes forgés, à travers leurs actes et leurs prises de décision. C'est un monde horrible, cruel et impitoyable où meurtre, drogue, viol, torture et perversion en tout genre sont légion. Et oui, la violence chez Miike est extrêmement stylisée. Le réalisateur ne freine jamais ses pulsions artistiques, même quand elles frisent le ridicule ou deviennent carrément grotesques. Mais cela n'est pas non plus choisi au hasard, comme nous l'avons vu avec Ichi the Killer. Miike a toujours joué avec différents niveaux et styles de violence dans le but d'appuyer son propos, de jouer avec les attentes du spectateur ou tout simplement, en bon magicien qu'il est, pour créer des réactions bien précises. Donc, on peut passer de geysers de sang over the top, tellement exagérés qu'ils en deviennent plus drôles qu'autre chose, à une violence bien plus froide, cruelle et réaliste, qui fait alors grincer des dents, et comme nous l'avons vu, nous pouvons passer de l'un à l'autre au sein d'un même film sans aucun problème. Et c'est justement là l'intérêt. Même dans les moments où Miike s'est montré le plus cruel dans ses films, ce n'était pas gratuit. Dans La Maison des Sévices, il reproduit en partie ce qui avait traumatisé le public avec Audition en pire. La scène de torture y est assez similaire, sauf qu'il va plus loin visuellement parlant, que ça dure plus longtemps et que cette fois, rien ne vient donner du répit au spectateur qui doit endurer les souffrances de cette jeune fille jusqu'au bout. L'idée ici était justement de profiter de ce terrain de jeu offert par Mick Garris avec les Masters of Horror et de voir jusqu'où il pouvait aller avec un film destiné au marché américain. Comme le sale gosse provocateur qu'il est parfois, Miike ironisera lors d'une interview pour le magazine Rue Morgue. Mais les États-Unis sont le pays de la liberté? Non? Pourquoi ne pourrais-je pas aller aussi loin? Puis après tout, comme il le dit lui-même dans Hostel, You could spend all your money in there. Mais au-delà de la provoque, nous sommes toujours sur de l'expérimentation visuelle. Le sexe aussi, dans cet univers, est perçu de façon très brutale, perverse et violente. Et pour cause, il est quasiment toujours dénué d'amour. Comme pour le reste de l'univers de Miike, le sexe est une façon de prendre le dessus sur l'autre pour ses personnages, pas un moyen de donner du plaisir. Les scènes de sexe ici ne servent pas à exciter le spectateur, mais bien à définir le personnage, sa façon de vivre et l'univers dans lequel il évolue, sombre et cruel, de mettre en place une atmosphère et, éventuellement, d'appuyer un propos. Tout cela nous ramène à la question du genre, puisque forcément, tous ces éléments s'y rapportent.
Encore une fois, Miike ne pense pas ces films pour être des films de genre, et selon ses propres dires, ne souhaite pas, à l'origine, réaliser des films violents. Il n'est même pas lui-même spectateur de ce type de cinéma. まあなんか暴力性っていうかにこう肉体ですよね。何かまあ時にはそのヤクザであったり銃を持ったり武器は持っているわけですけど、できれば最後はそれ弾も尽きるわけだし刀も折れるわけです。激闘の末にもそういう戦うための道具がなくなって肉体だけになってそれでも決着をつけなきゃいけないっていう状況に追い込んでみたいっていう欲望はありますよね。でそれがどっちが勝つんだっていうような瞬間に何か美しさがあって必ずなんか最初に戦って持ってた道具って途中でもうなくなっちゃうんですよね。銃がうまいとかそういうことではなくてどっちが最後まで立っていられるかっていうか立ち上がるかっていうへこたれないっていう。でへこたれない理由は個人個人いろいろあると思うのでそこはテーマではないんですよ。ある人は自分の子供のために立ち上がりある人は自分の名誉のためとかある人はなんだか分かんないけど負けたくねえっていう意地みたいなものなんかどんどん純粋なものに絞られていって武器をなくした瞬間にその人の社会性ってなくなっちゃうんですね。なんか何のためにそうしてるかっていうこと関係なくそこにいる相手と自分だけのピュアな問題になってガッと立ち上がるバカだなって倒れてればいいのにっていうそのなんか立ち上がる姿に美しさは感じるのは確かですね。Sans doute est-ce du coup une victoire pour lui si, au fil des années, il a multiplié les films tout public, grosses productions mainstream, adaptations de jeux vidéo ou de mangas hyper populaires comme JoJo's Bizarre Adventure ou Terraform Mars, et même divertissements pour enfants, aux grandes dames de ses fans de la première heure qu'il avait catalogué réalisateur extrême, un titre que lui-même balaye d'un revers de la main. Ce qu'il aime, c'est faire des films, toutes sortes de films. Il est, selon ses propres mots, un esclave du cinéma. 要は多分自分自身が映画の奴隷なんですよね。 Ce n'est pas anodin s'il a donné sa propre version de bon nombre de longs métrages qui l'ont marqué ou qu'il respecte. Outre Visitor Q qui semble fortement inspiré de Théorème de Pasolini, The Happiness of the Katakuri qui est une relecture de The Quiet Family de Kim Ji-woon, de nombreux éléments de ses films plus violents proviennent de sa fascination pour la mise en scène de Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse. Il a pu donner sa propre version de classiques japonais comme The Great Yokai War ou Graveyard of Honor, dont il adaptait le roman d'origine comme Fukasaku à l'époque. Il a même réalisé sa propre version de Django, le personnage créé par Corbucci en transposant l'univers du western au Japon dans Sukiyaki Western Django. C'est d'ailleurs le personnage miikéen par excellence, héros solitaire aux origines inconnues qui en arrive à la violence pour défendre une certaine idée du bonheur. Le film est sorti 2 ans avant la version de Tarantino, qui, tenez-vous bien, est producteur exécutif et surtout acteur dans celui de son ami Miike, pour qui il n'a jamais caché son admiration. Savoir cela rend First Love, un film très tarantinesque dans sa forme, encore plus intéressant. Miike s'est nourri du style d'un réalisateur qu'il a lui-même nourri. Le cinéma de genre est devenu par la force des choses son théâtre, celui de ses ambitions, en termes de propos comme en termes d'ambition artistique. En commençant avec le V-cinéma, en acceptant absolument tous les projets qu'on lui proposait, même les plus petites productions, en accumulant avec les années une famille de cinéma, acteurs comme techniciens avec qui il a multiplié les collaborations, il s'est lui-même enfermé dans un univers dont il a su tirer parti pendant plusieurs années pour s'exprimer comme il le souhaitait, et qui continue d'influencer son style, sa réalisation, même dans les superproductions qu'il réalise aujourd'hui. Ainsi, tous les éléments dont nous avons parlé dans ce modeste film sont le résultat de son cinéma, sont sa signature, au-delà de toute notion de genre ou de toute étiquette qu'on pourrait tenter de lui apposer. Il a réussi à prendre possession d'un certain cinéma, d'une violence bien à lui, pour faire écho à son propre vécu, son propre parcours, et c'est remarquable de voir à quel point ces deux notions ont fusionné pour donner une filmographie tout à fait unique, et ce, sur le très long terme. Le passé de sa famille en Corée du Sud, son enfance et adolescence à Osaka, sa familiarité avec l'univers des Yakuza, son aversion pour Tokyo et en particulier Shinjuku,
Tout vient de Miike lui-même, et ça a clairement impacté l'ensemble de son cinéma. Plus encore, tout cela est directement référencé dans plusieurs de ses longs métrages, ce qui fait de ses films des œuvres personnelles et surtout fait de lui un auteur. Et avoir réussi à se créer une telle identité, un tel style, en ayant commencé principalement via le V-cinéma, puis avoir pu l'étoffer au fil des années, et ce, peu importe le type de production, en passant du blockbuster à la petite prod télé, par la série puis par les productions VOD, cela fait de Takashi Miike l'empereur du cinéma, avec ou sans V. 映画監督として何かをやり通して終わったっていう達成感で、映画はこうあるべきだ、自分はこうだっていうものはまるでまだ全然持てないっていうか、新人取り出した頃でバーッと「いやでもなんかやりたいからこうやってこうやったんだよね」っていう、何かそういうところに立ち返らせてもらえるんで、なんかまだまだやれるなっていうか、始まったばっかりだなって。だって俺自分自身明確な答え持ってないもんねっていう、つかめてないもんねっていうところにこうその都度立ち返ることができるっていうか、でそれに対して不安はないんですよ。それは現実に少なくとも30年間そうやって生きてきてしまったわけですから、あと10年ぐらいなんとかなるんじゃないのっていう、その中でなんか見つかるというか、見つからなくてもいいよねっていうか、さらに暴走していくっていうか、あいつはなんだかわからないけど変な映画いっぱい撮ってある、よく正体はわかんないけど、でもなんであんなにたくさん撮ったんだろうねっていう、ただそれだけでもいいと思うし、一つ一つ見ていくと、これをこう面白いね、ここ面白いね、これとこれつながってるんだっていう見方をしてもらってもいいし、でも結局30年40年経てばもう昔の人で映画の研究者しか知らない存在になって、今デジタルで全てがアーカイブされていくって記録に残るっていうことは、もう人生ずっと毎日24時間映画を見ても見切れないほどの膨大な量になって、100年も経った時にはもう作品そのものって数が多すぎて意味をなくすわけですよね。見られないもの。だからそういずれそうなっていっちゃう、要は無に帰っていっちゃうっていうなんかまあそれでいいんじゃないですかって、我々も作るっていうのが楽しくて、作ってる時にわーっとなぜか分かんないこうしたいっていう衝動が生まれてっていう、そういうことなんで、当然消えてって残るとすれば、見た観客が何か印象を受けて影響を受けて、自分では忘れてる中の潜在意識の中に少し何か一つしまわれていて、その人が気づかないうちでも100年後の映画に撮る、映画界があるかどうかもまあ多分ないでしょうけど、そのものをクリエイティブなものを作る人、映画的なものを作る人の中に何らかの影響を与えるかもわかんないですよね。そうやって生き残って、その中には個人の名前もないし作品名もないわけです。何か見た時の印象とか驚きだったりとか、だから自分にとっては最初のインパクト、そのブルース・リーのカンフーの動きと、テキサスチェーンソーのハンマーで頭ガンと殴って足がバタバタッと痙攣するっていう、そのパッパッっていう一瞬一瞬の断片ですよね。それらが大きく影響を与えていて、もうそれで十分っていうか、いやなんか映画のやれることってそういうことじゃないかなっていうふうには思ってます。原点だし、映画ってそんなものじゃないのかなというか、100年くくりでじゃあ代表の一本って何になるかっていうのは、それは誰が選ぶかによっても違うし、しかもものすごい量で増えていくんですよ。ものすごい増えて、今でも見切れないじゃないですか。なんか古典があって古い映画で、古い映画が好きな人は自分の好きな映画を追求していって。
っていうのはあるでしょうけど、それは今だと映画史の中のこの部分があってこういう流れっていうのが見えるんですけど、もっと膨大になってしまうともうそこ点になってしまうわけですよね。だからそういう所詮点の中にいるっていう感覚っていうのは特に最近そう感じますよね。一喜一憂してる場合じゃないっていう、なんか作れるものは作ってって、何か人はそれ偶然っていうのかもわかんないですよ。作ることによって何か作るっていうことからしか何も始まらないっていう感覚があって、やってみるっていう、人生短いんだしなんか何でもやる、いや予算少ないからとかってあんまり考えない、なんかそれでお話来たんだからやってみようよっていう、なんかそれが自分にとってなんか今はまあ職業ですからね、食べていくための作業でもあるんですけど、ただそこだけは何か守っていかなきゃいけないなっていうか、なんか最後本当にくだらないものとって死にたいですよね最後これみたいなね、そういう、いやだって映画でしょっていう、それなんかそういうふうな最後の何か撮れるといいなと思ってます。で最後って言ったのにまた撮ってるとかね